Lydie Salver mérite-t-elle le Goncourt? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Lydie Salver, prix Goncourt 2014, oui, on s'en tire pas si mal finalement, après des tours de sélection qui pouvaient laisser craindre des choix moins judicieux, c'est pas si mal. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur livre de Lydie Salver. En compagnie des spectres était formidable. Il y a quoi, il y a 10 Les belles bouquins, âmes, c'est un très beau livre sur les... voilà, elle a aussi fait des livres ratés, comme un livre sur Jimi Hendrix il y a 2 ou 3 ans qui était vraiment pas une réussite. Mais celui-ci est assez beau, d'abord parce qu'elle revient sur cet épisode de la guerre d'Espagne, qui est quand même un épisode extrêmement intéressant de l'histoire européenne. L'histoire de la gauche européenne surtout. Elle montre que ça concerne aussi la droite européenne, du coup. Enfin, ça, elle le montre très bien, et c'est assez intéressant. Et elle a une manière de rendre hommage au courage de Bernanos, catholique fervent, qui d'un seul coup s'est rendu compte des exactions menées par les franquistes et qui a pris parti contre son propre camp, si l'on veut, en dénonçant ces exactions dans les grands cimetières sous la Lune, d'une façon extrêmement courageuse. Elle rend hommage à ça, et en même temps, elle tresse cette histoire de Bernanos, cette volte-face de Bernanos, elle tresse cette histoire-là avec celle de sa propre mère, ce qui rend le livre, par moments, assez émouvant. Enfin, il y a une sorte de devoir de piété filiale là-dedans qui est assez réussi. Oui, c'est sûrement son livre le plus personnel, très avec personnel, une structure originale, effectivement, d'enchasser ces deux points de vue, qui est le point de vue de sa mère, qui n'a aucun souvenir, qui a plus de 90 ans, je crois, qui n'a aucun souvenir de sa vie, sinon cet été 36, où elle avait 15 ans, où elle a vécu une aventure héroïque sortant de son petit village un peu conservateur, où son frère s'est engagé avec les républicains espagnols et l'a accompagné à Barcelone vivre une aventure qu'elle pensait héroïque, une aventure politique. Où elle a peut-être connu André Malraux. En tout cas, elle a eu un amant qui s'appelait André, qui était français, et dont elle est tombée enceinte d'ailleurs, d'une femme qui sera donc la demi-sœur de Lydie Salver, et ensuite qui revient au village, et elle se marie avec un mariage de complaisance avec un militant stalinien communiste, puisque le jeune amant français est reparti on ne sait où. Donc ces deux histoires s'enchassent plutôt bien. Il y a une langue, il y a un travail stylistique. On peut contester le fait que donner le Goncourt à un auteur qui fait parler une narratrice qui est dans un sabir franco-espagnol, mais qui est parfois drôle. C'est ça qui est bien. Ouais. On peut dire que si c'est pour la langue française, c'est un peu raté. Il y a un peu des formules espagnoles, mais ça, c'est pas le plus gênant. Moi, ce qui m'a énormément gêné, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Lydie Salver a le droit de faire un roman, d'avoir un point de vue personnel, familial, très tranché, qui est il y a les méchants franquistes et les gentils républicains, c'est tout à fait son droit. Sauf qu'à un moment donné, elle explique, elle met en parallèle donc Bernanos et le témoignage de sa mère, qui est ce qu'il est, et elle se dit, mais je me suis quand même un peu renseigné, je suis allé lire des livres d'histoire pour mettre tout ça en perspective. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'elle ne maîtrise pas l'histoire, parce qu'elle a une vision univoque, manichéenne de l'histoire. Pour elle, l'histoire de la guerre d'Espagne commence en juillet 1936 avec le coup d'État de Franco. Tout n'est que répression franquiste contre des républicains vaguement communistes, anarchistes qui se tirent un peu dans les pattes entre eux. Qui se tirent beaucoup dans les pattes entre eux. Elle ne parle que des exactions commises par les franquistes qui sont réels, ou les phalangistes surtout, et à la lumière d'ailleurs de ce que dit Bernanos dans Les Grands Cimetières sous la Lune. Elle ne parle pas de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que s'il y a une révolte des Asturies en 1934, et si Franco déjà intervient en 1934 pour mater une révolte, c'est qu'il y a des exactions. Il y a eu 11 000 morts civils à Madrid qui étaient tenus par les républicains. Il y a eu des massacres dans les deux camps, de religieuses, tout ça. Il y a une phrase dans le livre qui signale les massacres de ce côté-là, et tout le reste est consacré aux exactions, et puis des erreurs historiques qui sont vraiment scandaleuses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit, le 19 mars 1937, il y a l'encyclique Divini Redemptoris de Pie XI qui condamne le bolchevisme, et elle ironise là-dessus en disant, elle condamne le bolchevisme alors que les autres font des massacres. Ben oui, sauf que le problème, c'est qu'il y a déjà eu une encyclique qui condamnait le nazisme avant, 10 jours avant, qui s'appelait Mitbrenner Sorge, qui était en allemand, ce qui était un fait exceptionnel. Et il y avait même une encyclique de Pie XI en 1931 contre le fascisme. Donc elle a l'impression que le Vatican couvre les exactions des franquistes, de l'Église catholique espagnole, et ne condamne que le communisme, alors que le Vatican a fait son travail. D'accord. Alors il y a peut-être un décrochage sur ce qui concerne le Vatican, sur ce qui concerne l'attitude de l'Église espagnole en général. Le tableau qu'elle dresse est assez accablant. Et franchement, assez bienvenu et assez bien. Et d'ailleurs, pardon de vous couper, sur l'histoire, c'est assez intéressant parce que les 4 finalistes du concours cette année étaient tous ancrés dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y en a un, c'est la guerre d'Algérie, 2, la Seconde Guerre mondiale, et celui-là sur la guerre d'Espagne, comme si ça dit quelque chose de notre société qui peut-être a du mal à regarder devant elle ou autour d'elle et qui regarde derrière elle. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est frappant. Il paraît que Pivot rêve de récompenser un roman très contemporain. Là, c'est encore complètement raté. Bon. Écoutez, moi je trouve ça encore
encore une fois, plutôt bienvenue, d'autant qu'on a échappé pour le Goncourt à David Funkinos, qui lui a eu le Renaudot. Et ça, quand même, je tenais à le dire, je ne comprends absolument pas comment ce livre a pu avoir le Renaudot. David Funkinos est certainement quelqu'un de très sympathique. Ouais. Ses précédents livres ont certainement des côtés sympathiques. Là, il se trouve que l'histoire de Charlotte Salomon, cette artiste qui a fini à Auschwitz, il la raconte avec rien, avec aucun point de vue, avec aucun... c'est justement déjà un point de vue stylistique. Non, c'est un faux point de vue stylistique. Il fait semblant de faire de la poésie en prose en revenant après chaque point à la ligne. Enfin, ne me dites pas que vous avez aimé ça, c'est pas possible. C'est extrêmement lassant. Et surtout, il n'a rien à en dire de ce personnage. À part lui prêter... Sartre disait, on entre dans un mort comme dans un moulin. Lui, il se gêne pas, il rentre dans un mort comme dans un moulin. C'est-à-dire qu'il lui prête des pensées. On ne sait pas du tout ce que Funkinos invente, ce qu'il n'invente pas. Ça s'appelle un roman. Ça s'appelle un roman. C'est comme Lydie Salver qui oublie la moitié de l'histoire pour raconter son point de vue. Funkinos de la même façon. Et je trouve que vous êtes dur parce qu'il ne se met pas énormément en avant dans ce livre. Il reste quand même une distance. En fait, son livre est une biographie de Charlotte Salomon que moi je ne connaissais pas, qui m'a vraiment intéressé. Je suis allé voir d'ailleurs ce qu'elle faisait parce que ça m'a intrigué. Je trouve qu'il raconte cette histoire. Quand on referme le livre, on est incapable d'imaginer ce qu'elle peut faire comme type d'œuvre. C'est complètement abstrait. Il n'arrive pas à décrire, il n'arrive pas à incarner. Mais c'est une histoire quand même très romanesque, la vie de Charlotte Salomon. Oui, mais justement, il n'en fait rien. C'est quand même terrible avec un sujet aussi puissant de rien en faire, à part revenir à la ligne avec des effets mièvres et assez grandiloquents. Moi, je trouve que c'est un livre, il a fait un pas de côté par rapport à la légèreté de ses livres précédents. Je trouve ça assez courageux de sa part, audacieux en tout cas, de tenter d'aller dans une voie où il vendra beaucoup moins de livres qu'avant. Moi, j'ai trouvé ce travail plutôt intéressant, mais après, est-ce que ça méritait le Goncourt? Là où je suis d'accord avec vous, c'est Renaudot. Ça fait un côté prix de rattrapage pour un bon élève. Céline, Annie Ernaux, Carrère, il y a quelques années. Le Goncourt et Marcel Proust, avant Lydie Salver, si vous allez par là. Bon. Mais mais encore une fois, c'était intéressant de voir que la littérature contemporaine a du mal à inventer, imaginer par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, et qu'on va chercher un peu dans l'histoire, la matière romanesque. Moi, ça me va très bien, parce que j'adore l'histoire, comme vous le savez, mais je trouve que c'est peut-être inquiétant pour la créativité littéraire, en tout cas en France, quand on voit effectivement aux États-Unis ou même en Italie, les romans contemporains qui se font, honnêtement, on a l'impression que si le plus grand prix français est décerné à un livre qui est en concurrence avec 3 autres livres qui apporteraient l'histoire contemporaine, mais quand même assez, qui date d'il y a quelques décennies, je pense que c'est un signal, c'est un signe, un symptôme de je ne sais pas quoi, mais de quelque chose. Vous voyez qu'on arrive à être d'accord de temps en temps.